ouvrages vont intervenir. Et il enseigne l'histoire culturelle à l'Université de Liège. Il est membre de l'Académie royale de Belgique, classe des arts. Et ses recherches ont pour horizon une anthropologie historique du monde sensible. Il a consacré de nombreux travaux à l'histoire du regard et des cultures visuelles, depuis la Renaissance jusqu'aux pratiques les plus contemporaines. Son parcours atteste également d'une volonté d'allier recherche scientifique et recherche artistique. Et il a aussi œuvré en tant que commissaire de nombreuses expositions et poursuit un travail photographique qui accompagne et nourrit ses réflexions théoriques. Il dirige en outre le groupe de contact FNRS Culture Sensible et assure la direction artistique et scientifique du Trincal Museum. Il est auteur notamment de plusieurs ouvrages dont je citerai Voir avec, le Trincal et les arts situés paru en 2000, Gaspard et une écriture ouvrière du 19e siècle paru en 2018, Deux mesures du paysage paru en 2012, De l'œil et du monde, une histoire du regard au seuil de la modernité paru en 1998, ou encore les figures de la guérison du XVIIIe siècle et XIXe siècle paru en 1991. Karl, je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est pas facile de prendre la parole après Maud, mais je vais quand même tenter l'aventure et d'abord partager mon écran. Chers amis, du plus loin que je me souvienne, mon désir de connaître a toujours été marqué au sceau de l'indétermination. Je n'en tire aucune gloire, croyez-le bien, mais le sentiment plutôt d'une sorte d'incomplétude, un bec de lièvre de la pensée, le pied-bot de mes recherches. Puis-je vous l'avouer, je n'ai jamais tout à fait cru à l'adéquation de mes travaux aux objets sur lesquels ils ont porté. Alors, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur, essayant malgré tout de trouver mon chemin parmi les images et les textes que j'avais sous les yeux. Mais il n'y a pas une seule de mes recherches qui ne traîne dans sa course comme une longue écharpe d'incertitude, d'inquiétude et de mélancolie. D'année en année, et le grand âge venant, j'ai fini par me rassurer un peu en renforçant sans cesse mon credo d'historien. Rien de ce que nous vivons, rien de ce que nous percevons n'échappe à l'historicité, ce bricolage incertain du temps qui nous donne à l'existence et toujours compromet nos assises. Tous, nous sommes fils et filles du temps qui passe et nous construit et sans cesse nous indétermine. Alors me voici, direz-vous, mal embarqué, confondant d'emblée une sorte d'éthos plus ou moins oiseux de l'indétermination avec le projet d'élaboration conceptuelle auquel cette journée d'études nous invite. J'acquiesce pourtant pleinement, soyez-en certains, à l'argument qui nous est proposé par le GEMCA. Je me souviens d'ailleurs avec précision d'une rencontre bien lointaine, comme d'un autre monde, où nous avions déjà discuté ce projet à Liège avec Agnès, Ralph, Amandine et Maude. Nos premiers débroussaillages, tellement mieux accomplis, on le voit dans la présentation qu'on a fait Agnès, nos premiers débroussaillages d'alors conservent, j'en ai la conviction, toute leur pertinence. Mais quelque chose a changé depuis lors, quelque chose sur quoi je ne parviens pas à faire l'impasse s'il s'agit effectivement de réfléchir la notion d'indétermination. Réfléchir ce qui, en elle, nous oblige et nous met en mouvement. Depuis le 12 mars de l'année dernière, en effet, à titre collectif aussi bien qu'individuel, nous avons basculé en quelque sorte dans l'indéterminé, rattrapés et de plein fouet par la thématique que nous nous proposons d'envisager. Il me semble que ce basculement, qui nous laisse groggy et désemparés, est tellement incertain des temps qui s'annoncent, ne peut pas ne pas affecter nos pratiques de recherche et la manière dont nous médions, à l'aide de nos concepts et de nos méthodes, la relation que nous entretenons avec les choses du passé. Notre idée première de l'indétermination s'indétermine en quelque sorte elle-même
ou peut-être s'impose-t-elle plus que jamais comme une irréductible nécessité? C'est d'abord une très simple intuition que le présent met à mal. L'historien, généralement, on le sait, connaît la suite de l'histoire. Les transformations dont il construit et raisonne les étapes sont toujours informées par le futur des témoignages qu'il recueille. L'histoire est anachronique, non par faiblesse, mais par vocation et par nécessité. Qui d'entre nous ne s'est pas étonné des insouciances d'avant-guerre, quel que soit le temps de cette guerre, son ampleur et sa nature? Nous voici aujourd'hui meurtris dans nos propres insouciances et chamboulés très profondément, je crois, dans nos concepts. Nous voici indéterminés et nus, renouvelant, bien malgré nous, la manière dont nous percevons les images et les textes du passé. Nous sommes en quelque sorte rattrapés par la chronologie et notre émotion se fait vive aujourd'hui à considérer les traces d'un passé qui nous semblait familier, mais qui est en voie de transfiguration par l'expérience que nous faisons du présent. Nous faisons, je crois, l'expérience immédiate et douloureuse de l'hétérochronie qui, fondamentalement, nous constitue. Ainsi, plus que jamais, en ces bouleversements, le présent nous invite-t-il à penser l'indétermination, non pas comme la part résiduelle de nos savoirs, mais au contraire, comme le lieu irréductible et l'instrument de leur déploiement. Et les traces que nous conservons du passé deviennent-elles ainsi, en leur indétermination même, le signe d'une indétermination qui nous constitue et nous emporte? Se saisir du passé qui nous regarde, n'est-ce pas dès lors plus que jamais, pour reprendre ce mot magnifique de François Scheng, substituer à l'orgueil de la conquête la modestie de l'accueil? J'aimerais trouver les chemins qui me permettent de demeurer fidèle à ce principe. Je comprends mieux que jamais aujourd'hui que ces chemins passent, en chacune de mes tentatives, par l'attention portée au ténu, aux minuscules, aux apparentes insignifiances qui guident secrètement la pensée et nous placent, sans trop savoir comment, en position de connaître et de sentir. Quoi qu'il en soit de nos certitudes d'entame, c'est toujours dans les interstices, toujours dans le détail et le débord imperceptible que nous gagnons en puissance de connaître. J'ai donc pour projet de vous entretenir d'une chronique ouvrière à laquelle j'ai récemment consacré un livre intitulé « Gaspard, une écriture ouvrière au XIXe siècle ». Mais dans la masse des choses à faire et aujourd'hui dans la difficulté de ne pas en considérer la vacuité, je reconduis depuis des jours et des jours la préparation de cette conférence. Je procrastine et je tergiverse. C'est que je n'arrive pas à me détacher du lieu d'où je vous parle. Depuis près d'un an, en effet, je suis confiné maintenant avec quelques autres au Trinquol du parc d'Avroy à Liège. J'en suis avec quelques autres également, j'en suis devenu en quelque sorte le gardien d'un phare, me dis-je, dont j'aimerais qu'il clignote légèrement dans la nuit qui nous emporte. Je me dis, au Trinquol où je suis confiné, que la crise que nous traversons a quelque chose à voir avec la notion de lieu. Peut-être que cette crise est l'opérateur d'une reconfiguration des lieux ou de la notion même de lieu qui est à l'espace ce que l'histoire est au temps, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un système de relations dont nous expérimentons aujourd'hui la transformation irréversible. Cela fait des jours et des jours que j'essaye à nouveau d'écrire quelque chose à propos de Gaspard, cet ouvrier armurier à peine alphabétisé qui, en 1857, décida de prendre la plume et qui consacra pendant les 40 années à venir l'essentiel du temps que son métier d'ouvrier lui laissait à écrire la chronique de son village, Vothem, à 2 pas de Liège, où il naquit en 1837 et où il mourut en 1908, sans pour ainsi dire l'avoir jamais quitté, écrivant, décrivant, jour après jour, dans l'intimité de sa chambre de la rue Vert-Vinave et dans la réclusion où il se tient,
les faits et les gestes des gens de Vothem. Gaspard est à Vothem et je suis au Trinquol. Nous vivons l'un et l'autre dans un mouchoir de poche. Affaire d'indétermination, ici aussi, et de hasard. Les cahiers de Gaspard Marnette, près de 3000 pages manuscrites entièrement couvertes d'une écriture appliquée, les cahiers de Gaspard Marnette soutenaient depuis des générations les bois fatigués d'une armoire de sacristie, lorsque, dans le courant des années 80, un jeune historien démographe, René Lebout, qui enquêtait sur les populations industrieuses de la Basse-Meuse au XIXe siècle, les découvrit par hasard et s'avisa de leur intérêt. Il se passionna pour ce témoignage exceptionnel à propos de la condition populaire et lui consacra un livre très joliment intitulé « L'archiviste des rumeurs ». Un livre qui était construit comme une anthologie, chapitrée et commentée selon les thématiques identifiées par l'historien dans la chronique de Marnette. La misère, le travail, les maladies, les fêtes, les dévotions, etc. La chronique, auquel j'ai eu le privilège de porter le regard très vite, la chronique en effet ne nous quittait pas. René Lebout y recourut abondamment pour étayer dans sa thèse ses analyses de démographie et d'histoire sociale. Nous y revînmes encore peu après dans un autre volume avec notre vieux professeur d'histoire à l'Université de Liège, Étienne Hélin, consacré aux témoignages concernant la condition populaire. On sait que les humbles, généralement, n'écrivent pas. La chronique de Gaspard nous paraissait être une sorte de pierre de Rosette qui nous donnait à voir comme en direct la vie des ouvriers au XIXe siècle. Pourtant, je crois que nous nous sommes trompés. Et c'est la raison pour laquelle, après des années d'hésitation, j'ai écrit un nouveau livre sur Gaspard. Je crois que nous nous sommes trompés, ou en tout cas, que nous nous sommes laissés aveugler par notre enthousiasme insuffisamment critique à célébrer la parole des humbles, reconduisant ainsi, sans nous en rendre compte, les hiérarchies de savoir et de pouvoir en lesquelles, tacitement, se sont établies les sociétés contemporaines. C'est une affaire qui concerne les historiens, bien entendu, mais plus largement, je crois, la manière dont s'est construite l'idée du peuple et les savoirs qui y sont associés depuis au moins le début du XIXe siècle. Toujours, en effet, il s'est agi de prendre le peuple à témoin. Écrivains, enquêteurs, sociologues, médecins, hygiénistes, historiens, tous à leur manière s'y sont appliqués. Prendre le peuple à témoin pour en manifester l'existence d'abord, pour le constituer en qualité d'entité séparée ensuite, et pour en manifester, et pour se donner l'attitude, enfin, pour se donner l'attitude et autorité d'en révéler les singularités. Le témoignage est l'opérateur qui, à la fois, rend visible une différence générique et constitue la parole savante en son autorité. Cette configuration testimoniale de nos savoirs est particulièrement opérante, vous le savez, dans le champ de la critique historique, tout entière articulée autour de la notion de document et de témoin. Car, bien entendu, la parole du témoin ne peut être entendue ni donnée seulement pour elle-même. Elle a la valeur de document et la valeur de témoignage. Et c'est seulement au terme d'une élaboration critique serrée qu'elle pourra dire vraiment ce dont elle témoigne et comment elle en témoigne. C'est-à-dire qu'elle sera à même de signifier ce qui, en elle, vaut pour l'ensemble de la société ou de la culture dont, en effet, elle témoigne. Un témoin, c'est une évidence, témoigne toujours d'autre chose que de lui-même. Dès lors, l'opération testimoniale à laquelle se livrent les historiens est en partie paradoxale, puisqu'en effet, elle célèbre et rend visible, dans le cas qui nous occupe, les paroles de peu, la voix des humbles, et qu'en même temps, parce qu'elle les institue en qualité de témoins,
parce qu'elle a pour propension ainsi de les réduire, comme diraient les anciens théoriciens, à des observations bien faites, en même temps, elle les renvoie à l'anonymat dont elle venait de les sortir. Cette affaire m'a suivi pendant plus de 20 ans. Comment lire autrement la chronique de Gaspard Marnette? Comment ne pas tomber malgré soi dans le piège de la réduction testimoniale? Comment, somme toute, indéterminer ma lecture pour ainsi l'émanciper des carcans conceptuels et heuristiques de la détermination? Au fond, aujourd'hui, l'affaire ne m'apparaît pas très compliquée. Et la réponse tient, je crois, dans la mise en œuvre de quelques principes que l'on dira peut-être acritiques, mais qui rendent possible, cependant, une lecture renouvelée du texte de Gaspard. Il s'agit, en quelque sorte, simplement d'inverser les regards. Ne plus regarder le texte de Gaspard comme un juge qui, au prétoire, apprécie le bien fondé et le sens de la parole du témoin. Ne plus regarder le texte de Gaspard, donc, mais se laisser regarder par lui, au contraire, d'emblée se laisser affecter, si possible, le laisser très doucement, et laisser, très doucement venir à soi les images dont il est porteur. Entrer dans le paysage de vos thèmes. Tenter, somme toute, de voir avec Gaspard, d'aller à son rythme et de faire sienne presque les phrases par l'opération desquelles il entre lui-même en contact avec le monde. Prendre Gaspard au sérieux. Ne pas l'établir en qualité de témoin, mais en qualité d'écrivain. Maître souverain d'un monde que, dans l'extrême singularité de son geste et l'obsession qui le commande, un monde qu'il ne cesse d'inventer, de rêver, de décrire, de contrôler. Ne plus donc être le maître de Gaspard au sens de l'exercice d'un pouvoir, mais qu'il soit devenu le mien, au sens de l'autorité d'une transmission et d'un savoir. Se laisser emmener, se laisser indéterminer par les mots de Gaspard, et n'en dire après coup que ce qui semble au mieux les servir, presque les honorer, les célébrer. Leur rendre tout simplement justice pour leur conférer en retour toute leur puissance heuristique. C'est au fond une sorte d'ascèse contre-intuitive dont les maîtres mots seraient la lenteur et la délicatesse. Gaspard est à Vothem, rue Vervinave, et je suis à Liège, au Trinquol. Moins de 8 kilomètres nous séparent, que l'on parcourait au XIXe siècle, à pied ou en voiture de poste, descendant la colline, puis longeant le halage en bord de Meuse, qui conduit au cœur de la ville. Je ne crois pas que Gaspard soit venu ici. J'en rêve cependant. Mais j'ai beau fouiller ses carnets et je ne trouve pas trace d'un de ses passages. Qu'il aurait pu faire, cependant, à l'occasion des courses régulières qui le menaient à Liège, fût-ce pour livrer les crosses de fusil qu'il préparait dans son atelier et livrait ensuite à la fabrique d'armes qui les assemblait. Au fond, cela ne m'étonne qu'à moitié. Gaspard ne fréquentait les cafés, il y en avait plus de 50 à Vothem, dans un village de 2000 habitants. Gaspard ne fréquentait les cafés que pour de rares obligations sociales ou professionnelles. C'était une sorte d'ermite, souvent moqué par ses concitoyens, terré le plus souvent dans sa chambre de Vothem, d'où il observait le monde en entretenant aux heures perdues d'interminables conversations avec le curé Skevnels, titulaire de la cure de Vothem, qui le fournissait en livres et recevait ses confidences à propos des débauches et des règlements de ses concitoyens. Je soupçonne Gaspard d'avoir été l'agent double du curé, qui n'hésitait pas à dévoiler en chair de vérité les secrets qui lui avaient été confiés, tonitruant ad hominem les flammes de l'enfer auxquelles les pécheurs ainsi désignés étaient promis. Ma profession, écrit Gaspard au début de sa chronique, ma profession est celle d'armurier, faiseur de bois de fusils de luxe. En fait de religion, je suis catholique, apostolique et romain. Je pratique ma religion de mon mieux, je communie régulièrement tous les mois
et j'assiste régulièrement aux offices du dimanche. Je ne joue pas au quilles, ni aux cartes, ni au billard, ni à aucun autre jeu. Je n'ai en ma possession ni coq, ni pigeon, ni pinson, ni aucune autre bête. Enfin, je ne vais au cabaret que quand j'y suis obligé par une cause quelconque. Tout mon plaisir consiste en la lecture de bons livres et de bons journaux. À Liège, Gaspard ne s'attardait pas au cabaret. Pourquoi aurait-il fréquenté le Trinquol? Mais je m'obstine et ne désespère pas de trouver des traces, des indices, qui nous réuniraient malgré tout en cette proximité des lieux dont auparavant je ne m'étais jamais si intensément avisé. Je me mets donc à l'école de Gaspard. J'observe tout ce qui m'entoure et comme lui, je lis avec passion la presse locale qui fourmille d'informations. Je joue à saute-mouton avec les lieux et avec les temps. Je voudrais me faire chroniqueur du lieu où je me tiens. Je m'en vais à reculons parmi les traces et les émotions de Gaspard, bien installé, reclus dans ce lieu qu'il connaissait, à n'en pas douter, mais qu'il s'était sans doute interdit de fréquenter. C'est pour cela peut-être que j'ai rendu au musée son nom d'origine, le Trinquol ou la Trinkhalle, comme on disait communément au temps de Gaspard. C'est un bien curieux bâtiment, construit en 1881 sous les ordres d'un architecte aujourd'hui totalement oublié, un certain Alexandre Renier, qui avait étudié à Paris et enseigné quelque temps à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. Il y avait acquis un goût définitif et sans concession pour le style oriental. Il conçut, au cœur du parc d'Avroy, un petit palais des 1001 nuits, entouré d'une résille d'acier ouvragée à l'orientale et surmonté de 2 tours mauresques recouvertes de cuivre. Tout le mobilier, les tables, les chaises, la vaisselle en majolique, les lustres dont le modèle a été copié dans un café du Caire et tous les ornements sont à l'avenant. Le bâtiment a été commandé et financé par la ville, alors dirigée par le Parti libéral, suscitant d'ailleurs la réprobation de l'opposition catholique qui y voyait une dépense inutile. Mais la concession rapportera 7 000 francs de location annuelle, ce qui couvrira bien vite l'investissement de 80 000 francs consenti par l'Édudité. Il me plaît de penser que depuis 1880, le bâtiment est resté propriété de la ville, variant depuis ses affectations au gré des adjudications, des histoires, des projets, des hasards. Le bâtiment est inauguré le 21 juillet 1881, jour des célébrations du 50e anniversaire de la Belgique, alors que la ville entière est pavoisée d'illuminations, de cortèges et de fêtes. Au Trinquol, où l'on se presse en foule, se produit l'harmonie des ouvriers réunis de Grivnier, qui jouent notamment l'ouverture triomphale de Lautner. Première d'une très longue série, innombrables concerts d'harmonie ou de symphonie, à l'intérieur ou sur le kiosque, spectacles de théâtre et de music-hall, feux d'artifice, illusionnistes, chanteurs et acrobates, dioramas et cinéma géant, les promenades, les jeux, les rencontres, les bals et les tournois de billard, ainsi au cœur de la ville, le cœur battant d'une sociabilité bien plus populaire que bourgeoise et dont le souvenir aujourd'hui s'est effacé. Gaspard n'était pas parmi la foule enthousiaste qui se pressait aux abords du Trinquol le 21 juillet 1880. Je peste parfois de ne pas l'y rencontrer, mais pour les raisons que j'ai dites, je crois que la cause est perdue. Il n'était pas non plus au Trinquol début octobre 1892. L'événement pourtant valait le détour. On apprend en effet, je lis dans la presse locale, qu'une ascension très curieuse et intéressante va avoir lieu à la Trinkhalle d'Avroy. Monsieur Gilbert, un intrépide aéronaute, à en juger par le tour de force et de hardiesse qu'il fait lorsqu'il s'élève dans les airs avec son aérostat, Monsieur Gilbert est de passage à Liège, de retour d'une tournée en Russie,
où il a fait de nombreuses ascensions dans les villes les plus importantes, notamment à Moscou. Et il ne veut pas quitter notre ville sans nous donner une preuve de son courage. » Fin de citation. L'intrépide capitaine a obtenu sans difficulté les autorisations de l'administration communale. Le Trinquol organise l'événement et l'annonce largement, y associant bien entendu un concert de fanfares, une harmonie ouvrière également, celle-ci appelée les 15 de Serein. L'événement vaut le détour, en effet. Le capitaine Gilbert a inventé et construit un ballon très particulier, le rotateur, qui lui permet d'évoluer en tous sens dans l'espace. Ni nacelle, ni soupape ici, mais des sangles, un simple trapèze et des étriers, parfois vous le voyez, un vélocipède même, qui permettent de donner à l'aérostat toutes les inclinaisons et mouvements de rotation souhaités. Notons également que l'aéronaute fait son ascension en costume de jockey et qu'il lui arrive également de conclure sa prestation par un saut en parachute qu'il effectue du haut de son rotateur. La foule est nombreuse en ce 9 octobre 1892, mais en raison d'une violente tempête avec pluie, l'ascension doit être reportée au jeudi suivant. Le temps, cependant, n'est pas non plus au beau fixe ce jour-là. À 10 heures, une pluie fine se met à tomber. Malgré le temps qui se gâte, le capitaine Gilbert décide, cette fois, d'effectuer quand même son ascension. Bien calé dans ses étriers, il profère le solennel « lâchez tout ». Le ballon fait mine de s'élever, emporte malencontreusement quelques chaises disposées dans le parc, puis, je cite, vient buter contre le kiosque où la musique joue la Marseillaise. Une déchirure se produit, le gaz s'échappe et la toile du ballon reste suspendue par le filet à 2 des pointes en flèche qui garnissent la partie supérieure du kiosque. L'affaire, somme toute, à nouveau était manquée. Le capitaine Gilbert n'a pas eu de chance à Liège, mais tout le monde se souvient, au Trinquol, commentant son échec en riant, tout le monde se souvient au Trinquol d'une autre occurrence, quelques années auparavant, combien plus convaincante. Il s'agit cette fois non pas de Charles Gilbert, mais de Léona Dare, acrobate et trapéziste américaine, connue sous le nom de la Reine des Antilles. Gaspard semble avoir été beaucoup plus attentif et sensible à ses exploits. Exploits qu'il relate soigneusement dans sa chronique à la date du 8 août 1886. On voit à Liège, écrit-il, un ballon s'élever en l'air, emportant une femme suspendue par les dents à une barre ou trapèze, sans céder aucunement de ses mains, qu'elle l'agitait autour d'elle pour bien montrer qu'elle n'était tenue au ballon qu'uniquement par les dents. Arrivée à 400 ou 500 mètres en l'air, elle remontait sur le trapèze et rentrait dans la nacelle du ballon par une soupape ménagée au fond de cette nacelle où se trouvaient 2 hommes, ses frères, a-t-on dit. Ce ballon, poursuit Gaspard, a monté jusqu'à 3000 mètres en l'air et est descendu une fois à Aix-la-Chapelle et l'autre fois près de Visé. Cette femme, conclut-il, célibataire, âgée d'une trentaine d'années, belle personne de forte corpulence, était américaine et s'appelait Léona Dare. Gaspard, sans doute, n'a pas vu de ses yeux l'exploit de Léona Dare. Il en a entendu cependant beaucoup parler et il en a retrouvé l'écho dans la presse locale, que je lis également, les mêmes articles que lui, mais où je ne trouve aucune indication sur l'état matrimonial de l'acrobate américaine. Gaspard, lui aussi, est resté célibataire, mais précise-t-il pour des raisons de religion. Où je ne trouve donc dans la presse locale aucune indication sur l'état matrimonial de l'acrobate américaine, ni qu'elle fût une belle personne et de forte corpulence. Qu'à cela ne tienne. Je me satisfais curieusement de ces traces ténues. Mon jeu de piste imaginaire qui, à la recherche de Gaspard, me conduit du Trinquol
à Vothem et à la rue Vervinave. Après tout, à Vothem aussi, il arrive que l'on fasse la fête. Ce sont les beuveries quotidiennes dans les cabarets du village, inlassablement dénoncées par l'austère Gaspard. Ce sont les bals et les sociétés de danse, la Victoire et la Terpsichore qui s'affrontent, les cortèges et les fanfares. Et ce sont les processions qui, chaque année, au printemps, redessinent et vivifient les contours et les frontières du village. Tout un peuple de bannières, d'objets, d'images, de statues, où le paysage se construit dans l'ostentation et la beauté des cortèges. À Vothem, la procession trace des chemins lumineux parmi la noirceur et la pauvreté des rues, soulève la poussière des houilleurs et l'amertume d'exister, pose des balises, emporte dans son sillage longue écharpe de couleurs et de sons, des liens, des réseaux, des revanches, des fiertés, des amitiés, des émotions. À part ça, la vie est rude à Vothem au XIXe siècle. L'eau y est fournie par des puits autour desquels on se retrouve et souvent autour desquels on se dispute. Parfois, ils s'assèchent lorsque la chaleur est trop longue en été, mais pas très souvent. Les puits sont les trous noirs de Vothem, animant l'un à l'autre le dessus et le dessous du paysage. D'autres puits, ceux des houillères, autour du village, plongent à des centaines de mètres dans les fosses où se trouve le charbon. Les hommes y descendent, serrés dans des cages, retenus par d'immenses crémaillères, puis lâchés brutalement dans le vide. À Vothem, au village, il arrive par désespoir, ou plus souvent par mégarde, que l'on tombe dans les puits. Gaspard s'en était avisé. Quelques années avant l'ouverture du Trinquol, on lit dans sa chronique qu'un jour, vers 8 heures du soir, alors qu'il fait nuit noire, on entend Barbe de Fise, la servante de Théodore Dupont, appeler au secours du fond du puits, attenant à la maison de son maître. On s'en vient chercher pour secourir l'infortuné la grande échelle que possède Gaspard. Mais elle ne fut pas utile, car dans l'entretemps qu'on l'amenait, on avait, je cite Gaspard ici, laissé descendre une corde dans le puits avec laquelle la fille de Fise s'était liée et on l'avait remontée au jour sans accident. Elle n'avait aucune blessure. Gaspard s'en étonna. Comme il lui importait de rendre raison des phénomènes, il revint à ses notes. Celles-ci lui permirent d'établir que Barbe de Fise était, en peu de temps, la 5e femme de Vothem tombée dans un puits sans se faire aucun mal. Je cite encore Gaspard. On suppose que les jupons de la femme forment, lorsqu'elles sont précipitées dans cette espèce de large tuyau, comme l'est un puits, on suppose que les jupons de la femme forment une espèce de parachute qui amortit le coup. Et puis, il faut tenir compte de l'eau qui n'offre qu'une douce résistance au corps tombé. Fin de citation. Il y a donc à Vothem, au XIXe siècle, des femmes parachutes tombant mollement dans les puits du village. Seraient-ce les Léonardard et les capitaines Gilbert de Vothem? Je n'en sais trop rien. Mon jeu de piste imaginaire s'arrête ici, du Trinquol à la rue Vervinave, avec ses histoires d'envol et d'échouage, de ballons et de parachutes. Le 28 mars 1908, Gaspard meurt dans sa maison de Vothem, où il est né et qu'il n'a pour ainsi dire jamais quitté. Quelques mois plus tard, en novembre, le Trinquol est en partie détruit par un incendie provoqué par une séance de cinématographe mal agencée. Il est en partie restauré, mais ne retrouve jamais son lustre d'antan. En 1918, les Allemands démontent les coupoles de cuivre pour servir leur industrie d'armement. En 1926, le bâtiment est fortement endommagé par le débordement du fleuve et les inondations qu'il provoque. Le Trinquol continue de sombrer. Il est détruit en 1963 et remplacé par un bâtiment moderniste aux affectations changeantes et incertaines. En 1981,
Il est investi par une petite association, le CREAM, qui a pour objet d'accueillir des artistes porteurs de handicap mental. Aujourd'hui, après bien des péripéties et un nouveau projet architectural de belle envergure, il est devenu, depuis quelques mois, le Trinquol Museum dont je vous parle et où je me tiens. Notre musée, auquel plusieurs personnes dans l'Assemblée ont contribué, je pense à Maude, à Amandine et à d'autres encore, notre musée devait ouvrir le 13 mars 2019. Les circonstances, vous vous en doutez, en ont décidé autrement. Nous venions de recevoir le premier numéro de la Gazette du musée et de mettre en ligne notre nouveau site internet. 4 livres étaient à l'impression. Nous nous affairions à terminer le montage des expositions. Tout le monde était à l'ouvrage, les équipes du musée, les menuisiers, les peintres et les électriciens. La lumière était magnifique. Parfois, nous éclations de rire. Le musée tombait comme un fil à plomb dans nos yeux. Ce sera, disions-nous, un musée de plein vent, porte battante ouverte sur la ville et sur le monde. Un musée d'art contemporain, c'est-à-dire un musée qui adresse au présent les questions qui importent. Nous étions éblouis par les merveilles de la collection que nous ne cessions de redécouvrir. Près de 3000 œuvres provenant du monde entier, essentiellement réalisées par des artistes porteurs d'un handicap mental. En prendre soin était un privilège dont nous mesurions toujours mieux l'importance. Nous entretenions avec elles des relations d'amitié d'une extraordinaire intensité. Quand nous installions certaines d'entre elles dans les salles du nouveau musée, nous ne pouvions retenir nos larmes. Nos enthousiasmes et nos inquiétudes trouvaient à s'accorder dans le sentiment un peu grave d'une responsabilité qui nous était confiée. Autour de la notion d'art situé, que nous avions patiemment élaborée pour définir la politique muséale du Trinquol, nous nous étions donné pour mission de défendre, et c'est toujours ce que nous défendons, ce que nous appelons la puissance expressive des mondes fragiles. Ne plus, disions-nous, regarder la collection avec les yeux du monde de l'art, mais le monde de l'art, et pourquoi pas le monde en général, avec les yeux de la collection. Je prends conscience aujourd'hui à quel point ce projet est redevable de la chronique de Gaspard Marnette. L'inversion du regard qui préside à la politique des arts situés, l'inversion du regard qui préside à la politique des arts situés n'est pas distincte en effet de celle que j'évoquais tout à l'heure à propos de la lecture de Gaspard. C'est une politique et une poétique de l'indétermination. Puisse, avec Gaspard et grâce à lui, puisse la chute du capitaine Gilbert et l'envol de la reine des Antilles, puissent les femmes parachutes de la rue Vervinave nous donner aujourd'hui au Trinquol le courage de ne pas faire comme si et la volonté d'affronter à la fois les puissances et les vertiges d'une indétermination qui, plus que jamais, est notre lot. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karl, pour cette belle intervention qui, à moi personnellement, m'a beaucoup apporté. Et merci d'avoir introduit, d'avoir ouvert la question de l'indéterminé vers tout ce qui tient des sujets du minuscule, des choses qui passent à côté de nous sans vraiment les apercevoir. Et merci encore d'avoir ouvert notre question sur l'indéterminé vers la question du temps, dont vous parliez au départ de l'hétérochronie. Donc, on a quelques minutes pour les observations, les questions, les remarques. Je passe la parole à Maude. Oui. D'abord, merci. C'était hyper joyeux en fait de réentendre parler de Gaspard après tout ce temps. Je ne vais pas intervenir longtemps, mais il y a deux petites choses qui m'ont intéressée, qui m'ont un peu allumée. J'aimais bien le fait que tu repartes d'un problème qui se pose à toi en tant qu'historien
la question du problème du témoin, le fait que l'histoire risque toujours de renvoyer ceux qu'elle institue comme témoins en réalité à l'anonymat dont elle vient à peine de les sortir. Et je trouvais intéressant de repartir de là. Et je me disais, tu proposes la solution d'inverser les regards et donc de développer une sorte d'éthos d'historien qui placerait la souveraineté dans son objet plutôt que dans sa propre, disons, position. Et je me disais en t'écoutant qu'il y avait aussi justement une dimension temporelle très, très particulière, même dans la manière dont tu présentes les choses, qui me donne l'impression d'un écrasement en fait des temps les uns sur les autres, et donc comme une sorte d'anachronisme heuristique en fait, notamment quand tu dis, tu as dit à un moment quelque chose du style « je suis à 8 km de lui ». Pour moi, juste cette phrase-là, elle est, enfin, je veux dire, elle est hyper riche, mais elle est dingue. On pourrait parler de ça pendant 1 heure. Je suis à 8 km de lui. Je veux dire, c'est un truc très, très particulier qui produit des effets, à mon avis, singuliers et qui sont propres sans doute à ta manière de poser les choses. Donc ça, c'était le premier truc, au fond. Est-ce que, plutôt qu'une inversion des regards, il n'y a pas aussi un jeu précisément sur les temps et une sorte de... Il y a ça chez Michelet aussi, on a tout le temps l'impression qu'il est le contemporain de ce dont il parle en réalité. C'est quelque chose qui est directement travaillé dans son écriture, en fait, et même dans les temps qu'il utilise, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport au thème de l'indéterminé, ce qui me semble singulier dans ta manière de poser les choses, c'est au fond qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est comme si tu travaillais par rapport à Gaspard, quoi, comme si tu nous racontais les choses en disant d'abord tous les endroits où il n'est pas. Et donc forcément, ce qui t'amène forcément à la fois à dire où il était, lui, à ce moment-là, et puis à dire aussi ce qui se passait là où il n'était pas, et d'une certaine manière à dire toi-même là où tu es. Autrement dit, ou bien de dire tout ce qu'il n'a pas vu. Quand tu parles enfin, tu dis Gaspard n'a pas vu Léonard, etc. Et je me dis, c'est très intéressant, en fait, cette manière de prendre les choses, non pas négativement, mais de prendre les choses par l'absence, précisément, ou par l'incertitude de là où enfin, commencer par les endroits où on n'est pas sûr qu'il est, où on n'est pas sûr qu'il est venu, et même où il n'était pas. Et je me dis, si c'est ça l'heuristique de l'indétermination, au fond, l'indétermination, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'elle n'est pas forcément toujours provisoire? Parce qu'à partir de là, au fond, dans cette manière de parler de là où il n'est pas et de ce qu'il n'a pas vu, finalement, tu produis des savoirs, c'est-à-dire tu construis toutes sortes de choses qui sont sans doute des déterminations, mais des déterminations autres, en fait, et décalées. Donc, je me demandais, au fond, est-ce que l'indétermination n'est pas toujours quelque chose où on ne reste pas, hein, ou sur base de quoi on construit quelque chose qui serait d'autres types de détermination. Et puis, ce qui m'intéressait, en fait, dans le fait de parler des endroits où il n'était pas, ou des endroits où toi non plus tu n'étais pas, des choses que tu avais cherchées et où tu ne le trouves pas, ou des trucs qu'il n'a pas vus, etc. Bon. Est-ce que ça, c'est pas au fond une stratégie d'écriture qui finalement fait une sorte de... Enfin, qui crée une sorte de dynamique? Parce qu'on retourne en fait à vos thèmes. Dans ce que tu nous racontes, en fait, dans le récit que tu nous fais, on ne cesse de retourner à vos thèmes. Et je me disais, est-ce que ça, c'est pas une façon de quitter puis de revenir pour en quelque sorte faire un souffle, quoi, faire une... je ne sais pas comment l'exprimer en fait, mais faire une sorte de circulation dynamique autour de vos thèmes qui serait une sorte de foyer chaud dont on ne cesse de s'écarter pour y revenir, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une impression en fait que je... Si, évidemment, en tout cas, c'est un lieu singulier dont j'assume qu'il ne cesse de m'inspirer, le lieu d'écriture de cette chronique, hein, et au fond, comment dire, dès lors qu'on émancipe, enfin qu'on tente d'émanciper la chronique des catégories en laquelle normalement elle est inscrite, c'est-à-dire un témoignage sur la condition populaire,
alors la chose devient à la fois très simple et très joyeuse, effectivement, je crois, mais aussi extrêmement problématique, parce que ça impose, par exemple, et ça rejoint plein de choses que tu disais tout à l'heure, de considérer les relations entre histoire et littérature, entre témoignage et écriture, évidemment. Hein, s'il s'agit de faire de Gaspard, qui n'en est pas un dans les canons, de toute façon, que l'histoire ne retient pas comme tel, un écrivain, c'est changer complètement le regard qu'on porte sur lui. Alors, changer les regards, tu disais, mais pas que les regards, effectivement. Je crois que ce que je tente de faire et de suggérer, sans doute un peu maladroitement, c'est de faire quelque chose avec l'indétermination qui est liée comment dire, à la dimension hétérochronique, comme je disais tout à l'heure, de notre existence, quoi. Et je pense que l'histoire, qui est donnée comme un savoir, etc., est aussi le signe de cette hétérochronie. Si nous consacrons tant d'importance au récit des choses passées, c'est bien parce que nous, en tant qu'espèce humaine, pas que, mais enfin surtout, avons cette curieuse propension à vivre au présent plusieurs temps différents, en quelque sorte. Et je ne cesse d'être frappé par cette idée d'anachronie, justement, ou d'anachronisme qui, dans les traités sérieux de critique historique, est considéré comme le péché mortel de la pratique historienne, mais qui en est en fait constitutive. Voilà. Alors, la question du lieu, effectivement, dès lors qu'on la croise avec celle du temps, elle donne un doux vertige ou une migraine profonde, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle permet d'agencer autrement les éléments de narration que l'on établit, je crois, qu'on l'on établit comment? Grâce aux documents, bien sûr, grâce aux traces laissées par les choses passées, mais que l'on établit aussi irréductiblement et si possible rigoureusement par la relation qu'on entretient avec ces traces et ces documents et ces témoins, en quelque sorte. Ce n'est pas compliqué, c'est une affaire de relation. C'est aussi une affaire de savoir et d'établissement rigoureux, bien entendu, des documents. Il ne s'agit pas ici de chasser, de jeter l'enfant avec l'eau du bain, pas du tout. Mais cette dimension relationnelle qui nous unit à nos objets, au fond, elle est croisée dans trois dimensions, celle des regards, hein, objet, sujet, et puis tous, on pourrait dire que l'objectif, c'est du subjectif concentré, par exemple, hein, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais tout aussi bien des lieux et des temps, évidemment. Et c'est dans ce système de coordonnées indéterminées, ou qui indétermine et qui figure la relation même que nous entretenons avec les choses et les traces du passé, que peut-être, en tout cas, c'est ce que moi je suggérerais, l'idée d'indétermination peut avoir une certaine vertu. Merci Karl, merci Maud. S'il y a d'autres interventions, je pense qu'on peut… Oui, Agnès. Bon, juste ajouter une toute petite chose parce que j'essaie de relever au fur et à mesure de la journée en fait un certain nombre de points comme autant de pierres que je mets de côté là pour faire progresser notre réflexion. Et voilà, tu as employé en fait cet indéterminé, enfin tu as employé le verbe, ce que je n'avais quasiment pas fait et ce qu'on n'a pas fait, je crois, jusqu'à maintenant, et je trouve ça particulièrement intéressant, c'est-à-dire, j'ai relevé cette phrase, hein, comment indéterminer ma lecture. Et puis tu viens de, voilà, en répondant à Maud, là, tu viens à nouveau de dire quelque chose de similaire. Et donc, je retiens ça, évidemment. Hein, donc, il y a, c'est un verbe actif. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, il ne s'agit pas seulement d'identifier ou de repérer. Il n'existe pas seulement l'indéterminé, mais il y a quelque chose qui indétermine ou qui détermine. C'est-à-dire qu'il met en mouvement, oui, oui. Qui met en mouvement, mais aussi il y a des agents de détermination ou d'indétermination. Et je peux être, en tant que lectrice, spectatrice, chercheuse aussi, un de ces agents. Et je trouve ça particulièrement important, en fait, de pouvoir identifier ou de pouvoir
repérer en amont même de ce que je produis après cette position. Donc, merci pour cet apport-là qui me paraît tout à fait déterminant pour la suite de nos travaux. Ce qui, du coup, nous oblige aussi à réfléchir sur nos manières d'écrire sur l'indéterminé. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une notion, je trouve, extrêmement riche de ce point de vue-là, hein, parce qu'elle nous impose quand même, enfin, je veux dire, tu ne peux pas y aller la fleur au fusil comme ça, là, frontalement. C'est, voilà, comment je parle, comment je vois et comment je transmets. Bien. Merci beaucoup pour toutes vos interventions.